Marche. Ok, parce qu'on avait mis à la base un micro qui fonctionnait pas, on voulait silencier une personne LGBT, ça commence mal, je vous avoue. Alors déjà merci d'être venu donc au festival Pop-Epsi édition 2025 pour cette table ronde où on va essayer de répondre tous ensemble à une question: est-ce que les LGBT vont bien? Moi j'ai envie de dire non, mais on va essayer d'apporter de la nuance quand même. Et pour ça j'ai 6 personnes qui sont, je pense, aptes à répondre à cette question. On a Julia Torlé, donc, qui est présidente de SOS Homophobie. Salut Julia. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On a Maëlle Coutan, donc, qui est plutôt connu comme étant le tréma sur les réseaux. Et bon, vous connaissez, je pense, son format vidéo qui a cartonné. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Salut Maëlle. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On a Simon Chevrier, donc, qui est écrivain, dont le premier roman est sorti plus tôt cette année, qui s'appelle donc Photos sur demande. Salut Simon. Bonsoir. On a Dorit Naron, qui est créatrice de contenu parmi nous. Salut Dorit. Coucou. Et enfin Noam Senso, qui est humoriste, star, enfin Makoumé Superstar, tu l'as mis sur ton t-shirt, donc j'ai même pas besoin de le dire. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous également. Et évidemment Jean-Victor Blanc, donc, que vous connaissez pour avoir cofondé le festival Pop-Epsi, qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je vais répéter ma question initiale. Est-ce que... je me suis pas présenté. Bah oui. Florian Kay, journaliste pour Tétu. On est partenaire du festival. On est très fiers d'être partenaire de cette édition-là. Merci. Alors, le tréma, je vais rebondir donc, sur ton format qui a cartonné donc, ces derniers mois. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Où tu soulignes, pour la faire très courte, l'absurdité du monde hétérosexuel. Mais si on pose la question aux LGBT, on a un petit peu moins envie de rigoler peut-être, j'ai envie de dire, parce que selon une étude qui a été menée en 2022, les jeunes Français LGBT+, avaient 4 fois plus d'idées noires que les hétérosexuels, donc c'est quand même beaucoup. Les vulnérabilités propres aux personnes queer sont nombreuses. Bon, on a 1 heure avec vous, donc on ne va pas revenir sur tout, mais j'aimerais qu'on réfléchisse à un aspect particulier qui est donc la place et l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des LGBT. Donc je vais commencer avec toi Maëlle. Toi qui es sur les réseaux, est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, notamment, est-ce que ta relation avec les réseaux, elle a changé? Fatalement oui, surtout ces derniers mois. Oui, elle a changé, mais elle a changé d'abord en fonction des usages qui sont des effets de mode, etc. Mais ça a changé du fait de l'atmosphère ambiante politique qui justement fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de haine à tous les niveaux médiatiquement, mais du coup ça se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Moi, mon usage, il a beaucoup changé, étant donné que à un moment donné, il y a quelques années, 15 ans, j'étais sur Twitter au début de Twitter, et ça m'a énormément apporté. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, ça m'a donné à voir justement des points de vue différents, et ça m'a politisé aussi, ça m'a gauchisé plutôt. Et du coup, c'était mon média principal à l'époque, et c'était vraiment bon enfant. Et je pense que si on dit aujourd'hui Twitter est bon enfant, c'est pas exactement la même chose. Mais donc du coup, c'est un système qui s'auto-alimente maintenant, justement, à la fois avec les réseaux sociaux qui ont été rachetés, on le sait, par certaines personnes pas très bien intentionnées, et en plus, je pense qu'on y reviendra, mais le fonctionnement même des réseaux sociaux qui structurellement encourage justement Totalement, je vais rebondir là-dessus. Selon le rapport 2025 sur les LGBTI-phobies, SOS Homophobie affirme que utiliser Internet, c'est s'assurer d'être exposé à la haine et au rejet LGBTI-phobe. On y lit également que le fonctionnement de X, Facebook ou Instagram, donc Meta globalement, favorise l'apparition et le partage de contenus violents. Plus un message porte à controverse, plus il va être partagé par les personnes qui sont d'accord, par celles qui le critiquent, mais aussi poussé par l'algorithme lui-même. Donc ça explique qu'on se retrouve, je pense, avec pas mal de contenus LGBTI-phobes et plus généralement, on va dire, d'extrême droite sur des réseaux comme X. Est-ce que vous avez remarqué tous, globalement, cette recrudescence? Dorit, toi, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as ressenti? Et est-ce que ça t'a impacté?
Alors oui, mais indirectement. En fait, effectivement, comme tu l'as dit, je suis créatrice de contenu plutôt sur LinkedIn, étonnamment. J'ai 94 000 abonnés dessus et je parle beaucoup de bien-être au travail et aussi des LGBT+ phobie au travail, qui est un immense sujet. Mais en fait, je viens indirectement parce que j'ai créé un média qui s'appelle Check le Média, où j'interviewe des personnalités incroyables comme Maëlle, par exemple, du coup, qui est venue. Et j'ai pu interviewer un exemple parmi tant d'autres, Lou Trottignon, au sujet du coup de la non-binarité. Et voilà pourquoi je te dis indirectement, parce que il y a eu tellement de commentaires mais ignobles sur les réseaux, et il y a vraiment un avant-après depuis, et vraiment moi je le vois mais drastiquement sur le média depuis la déclaration de Zuckerberg, qui a dit que voilà, à partir d'un certain moment c'était ok de dire que les LGBT+ c'était une maladie mentale sur les réseaux, et les commentaires restent, et je suis à beau signaler des commentaires mais horribles que je ne vais pas citer, qui sont irrespectueux, qui sont insultants. Les commentaires ne sont pas supprimés. Donc oui, sur les réseaux, indirectement, via les personnes que j'invite qui sont LGBT+, je vois une haine, mais radicale, vraiment. Il y en a plus qu'avant, par rapport à quelques années plus tôt. Oui. Après, mon média est jeune, il a 1 an, mais c'était quand même... moi, il était là pendant la frontière, avant, avant la déclaration de Mark Zuckerberg. Donc oui, moi, je le vois. Après, si tu veux, moi, personnellement, du coup, par rapport plus LinkedIn, moi, j'ai déjà reçu des menaces de mort, vraiment, sur LinkedIn, avec quelqu'un qui a partagé un de mes posts où je mettais en avant la fondation Le Refuge, dont je suis l'ambassadrice, qui héberge des personnes LGBT+, mises à la rue par leur famille, qui font un travail exceptionnel. Et post repartagé en disant je vais venir avec un AK-47. Ça se passe sur un réseau professionnel. Et donc, moi, si tu veux, ça fait des années, LinkedIn, ça fait 4 ans que je vois qu'il y a... C'est là, mais effectivement, sur Insta précisément, oui, il y a une montée, oui. Julia, je vais en profiter parce que là j'ai évoqué donc une source donc, de SOS homophobie du rapport 2025. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui est remonté globalement justement sur la recrudescence de haine qu'on voit sur les réseaux sociaux, justement peut-être sur les communautés plus jeunes aussi qui sont peut-être plus impactées? Oui, effectivement, il y a une vraie évolution ces dernières années. Mais une véritable fracture peut-être cette dernière année, depuis un an et quelques là. En fait, il y a eu depuis quelques années, il y a eu une espèce de glissement de terrain, dans la mesure où nous, tu l'as dit, ce rapport annuel, on le publie tous les ans depuis presque 30 ans cette année. Et donc, il nous sert à avoir un panorama tous les ans des LGBTI-phobies en France, à partir des témoignages qu'on reçoit sur nos plateformes d'écoute, sur notre ligne d'écoute. Et depuis tout ce temps d'existence du rapport annuel, il y a des choses qui sont assez immuables. Il y a les violences physiques, il y a les violences verbales qui sont immuables et qui sont toujours là. Mais je parle de glissement de terrain parce que depuis quelques années, il y a effectivement quelque chose qui s'est déplacé dans la sphère à la fois des médias et à la fois la sphère virtuelle, dans la mesure où les commentaires de haine, et même pas que les commentaires, parce que les commentaires sont un terrain de jeu absolument apocalyptique en matière de haine, mais au-delà des commentaires, les prises de parole publiques de personnalités publiques reconnues se sont multipliées. Et en fait, il y a une mécanique qui est absolument perverse qui se met en place, c'est qu'à partir du moment où, là on avait l'exemple de Zuckerberg, mais c'est un très bon exemple, une personnalité public se permet un propos LGBTI-phobe, voire un appel à la haine et à la violence, à partir du moment où c'est une personne publique qui se permet ça donne une espèce de légitimité, finalement, à ce que tout le monde, les gens lambda, le fassent aussi, dans les commentaires, dans les posts, à droite à gauche. Et en fait, ça, après, ça fait boule de neige et ça se transforme en violence réelle, concrète, dans les rues, au quotidien, de la violence physique, etc. Et donc, ça s'est déplacé vers le virtuel, mais finalement, ça revient complètement dans le quotidien réel. Et le fait que ça parte du haut de personnalités publiques reconnues, ça ruisselle complètement dans les pratiques du quotidien. Et comme on le sait, les sphères virtuelles sont un lieu d'anonymat, un lieu d'impunité, parce que l'anonymat, évidemment, ça se répand à vitesse grand V. D'anonymat, mais il y a quand même eu, j'ai envie de dire, une perspective un petit peu d'espoir avec l'affaire Bilal Hassani, qui avait donc subi du cyberharcèlement, qui avait porté plainte, il y a eu un procès, et il y a eu donc 4 hommes qui ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris pour provocation à la haine et injure publique.
en gardant compte la circonstance aggravante du caractère homophobe. Pareil, là, en septembre, le procès de la DJ ouvertement lesbienne Barbara Butch. Donc on saura le verdict le 21 novembre, mais pareil, en tout cas on va dire qu'il y a des évolutions un petit peu positives au niveau de la loi. Est-ce qu'on y croit à cette piste-là ou... Ben oui, et il y a effectivement ces affaires-là, et puis il y en a eu quelques autres. Hein. Il y a eu Edith de Pretto, il y a eu Oshi, il y a eu Thomas Joly, enfin voilà, il y en a eu quelques autres. Et c'est très bien. Mais en fait, là, on est encore dans cette phase transitoire, dont j'espère qu'elle ne sera que transitoire et qu'elle va évoluer, mais où pour l'instant, les procès se concentrent autour de célébrités, de gens qui ont beaucoup de visibilité. Et c'est bien parce que c'est déjà un premier pas qui montre que la loi existe et qu'elle peut être appliquée. Mais la question, et là en plus comme on parle de santé mentale, c'est ça le fond de la question, c'est toutes les personnes qui ne sont pas des grandes personnalités, qui ne sont pas des célébrités et qui évoluent sur les réseaux sociaux et qui souffrent énormément de ce qui se dit, de ce qu'elles reçoivent en termes de commentaires et de messages. C'est là qu'on va avoir tout un travail à faire pour que cette loi s'applique aussi à ces personnes-là. Noam, j'ai envie de te poser une question parce que tu es présent sur les réseaux, forcément je trouve que tu as gagné pas mal de followers, parce que tu fais de plus en plus de scènes, de plus en plus visibles. Est-ce que tu as vu une différence aussi en matière de messages que tu as pu recevoir? Est-ce que tu as été touché par de la haine sur les réseaux sociaux? Est-ce que, en tant qu'homosexuel noir, je me suis fait attaquer sur les réseaux sociaux? Tout à fait. La réponse était dans la question, mais non, oui, c'est sûr que cette année, j'ai eu un peu un boost de visibilité sur les réseaux grâce à mon travail. Et c'est vrai qu'avec I'm a star, it's okay. Mais c'est vrai que les gens de plus en plus, et je pense que c'est ça aussi, je pense que le problème, et moi c'est ce que j'ai analysé avec les réseaux, c'est que plus tu es visible, plus la riposte s'organise pour pouvoir te rendre invisible. Et c'est ce qui se passe aussi en France, j'ai l'impression, c'est que il y a de plus en plus de haine sur les réseaux, plus de haine LGBTQIA+, phobe, uniquement parce qu'il y a de plus en plus de personnes LGBTQIA+, qui existent dans l'espace public, qui prennent la place légitime qu'ils et elles méritent. Et moi, en vrai, j'ai reçu beaucoup de haine, mais moi, ça me touche pas personnellement, parce que j'ai une forte estime de ma personne. Et je sais qu'il y a une époque où, en tout cas, je fais un fort effort pour en tout cas, supprimer des commentaires de haine sous mes posts, non pas pour moi, mais parce que je sais qu'il y a un public jeune qui me suit de plus en plus, et justement je n'ai pas envie que ces jeunes-là voient cette haine-là et pensent que en fait c'est ce qu'ils ou elles méritent d'avoir comme commentaire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce devoir-là en tant que personnalité de comment on protège notre audience de cette haine-là. Et moi c'est ce qui me fait le plus qui me fait le plus peur, c'est me dire en fait moi je suis martiniquais et je sais que j'ai beaucoup, à un moment donné je suis devenu très visible aux Antilles, et il y a beaucoup d'Antillais avec plein de problématiques homophobes là-bas qui ont commencé à être très très virulents à mon égard. Et moi ma seule occupation, c'est de savoir en fait comment faire pour renverser cette haine-là, pour que les jeunes en Martinique ne se disent pas qu'ils méritent moins d'exister, parce que c'est déjà le cas. Et voilà. Donc je pense qu'il y a de la haine, mais moi mon problème c'est pas forcément la haine, parce que je pense qu'on arrive à prendre de la distance avec ça. Je pense que quand on est passé avec lui, on s'entoure. Mais justement, comment on fait ça? Comment on arrive un peu à s'élever au-dessus de la haine qu'on peut recevoir? On s'entoure. Moi, je m'entoure énormément de gens, un cercle sain, une équipe saine, des amis, des gens à qui je peux me référer si ça ne va pas, qui me diront en fait, juste il faut couper. Parfois, il faut juste prendre de la distance, se rendre compte que les réseaux, c'est pas la vie, et que dans la vie, il y a de très belles personnes qui existent. Donc, moi, je pense que mon cercle d'amis m'a beaucoup aidé dans ce processus, justement, pour prendre de la distance avec ce que je reçois sur les réseaux sociaux. Même si parfois ça nous touche, hein. Parfois on est là en mode tu penses qu'à un moment donné je supprimais les commentaires, mais tu supprimes les commentaires et tu les lis, et au bout du 10e tu te dis mais come on now, ça fait beaucoup pour une seule personne. Et après finalement tu te dis mais après j'appelle mes amis, j'ai dit oh my god, on m'a traité de PD again, et ils m'ont dit mais ma chérie tu es PD. J'ai dit ok, it's a fact. Voilà. Je vais poser une question à toi, Simon. Les réseaux sociaux, est-ce que toi, des réseaux sociaux sans haine, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça pourrait arriver? Non. C'est bien, on est optimiste. Non, je suis désolé, mais j'ai pas trop de... Je sais pas quand je vais pouvoir argumenter là-dessus, parce que je crois pas. Enfin, il y aura toujours, même si c'est 1%, il y aura toujours quelqu'un pour le faire, voilà.
Donc oui, je pense pas que ça puisse exister, en tout cas pas avant une évolution humaine notable, voilà. L'éradication de la race humaine, du coup, je pense. Pour être radical. Non, j'ai une question, je me dis, parce que par exemple, on a vu donc X sous, je vais citer son nom, mais Elon Musk, donc, est devenu un terreau fertile pour les idées d'extrême droite et des idées LGBT-phobes. Est-ce que un parallèle, en fait, un pendant avec des idées beaucoup plus progressistes, peut-être plus inclusives, est-ce que ça pourrait exister? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit on va migrer sur Blue Sky. Bon, qui est sur Blue Sky ici? Une personne. Bon, voilà, c'était une utopie, on avait envie d'y croire, je pense que ça n'a pas trop marché, mais est-ce que ça pourrait arriver? Parce que c'est une chose qu'on fait bien, je pense, les personnes LGBT, c'est arriver à faire communauté et se créer des espaces safe. Est-ce que virtuellement, on pourrait y arriver? Est-ce que vous y croyez? Le problème, c'est qu'on ne peut pas créer comme ça une plateforme sur laquelle on va dire venez tous et toutes. Le projet de Blue Sky a fonctionné à un moment parce qu'il y avait cette actualité de Elon Musk qui rachetait, et puis ensuite le salut nazi. Donc ça a été les deux vagues qui ont entraîné justement un convoi massif avec des gros guillemets sur Blue Sky. Mais après il y a l'autre pendant, c'est-à-dire que Blue Sky effectivement devient plus safe entre guillemets, ou en tout cas moins réactionnaire. Mais il y a aussi l'aspect, quand on parle de la haine en ligne, il y a aussi l'aspect performativité militante, etc., dans laquelle aussi il y a des biais et dans laquelle il faut aussi adresser les sujets. Et en fait, Blue Sky reproduit aussi ça, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est peut-être, c'est même sûrement beaucoup plus safe que Twitter, mais du coup, c'est un peu aussi une course à ça, avec moi j'en ai fait les frais justement, avec des cyberharcèlements qui partent aussi de ce côté-là. Et donc du coup, c'est ça aussi qu'il faut adresser. Mais effectivement, Twitter, maintenant c'est plus du tout bon enfant comme je le disais. Si c'est possible, en fait, il faut que ça soit inscrit dans des habitudes de consommation de réseaux sociaux, en fait. Et je ne sais pas si on peut changer ces habitudes aussi facilement. Ouais, et moi, je rebondirais en disant que il y a des réseaux sociaux qui sont extrêmement polarisés. Effectivement, tu le disais, Blue Sky a tenté d'être une utopie. X, je crois aujourd'hui, est à peu près perdu pour l'humanité. Donc ça, c'est très polarisé. Mais il y a les réseaux un peu mixtes, un peu centraux. Enfin, typiquement Insta, c'est ça. Hein, c'est un réseau un peu entre les deux. Tu demandais si on pouvait imaginer des réseaux sans haine. Je suis pas sûre, mais par contre, à mon avis, ce qu'on pourrait essayer non seulement d'imaginer, mais de mettre en œuvre, ce serait de faire sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, ce sur quoi on travaille quand on travaille contre les discriminations, contre les LGBTI-phobies, c'est un travail sur le principe de renverser la vapeur. Quand je dis renverser la vapeur, c'est que quand vous avez un groupe de 10 personnes, qui a une personne qui harcèle, qui a des propos haineux, et une personne qui en est la victime, il vous reste 8 personnes au milieu. Et en fait, c'est ces 8-là qui ne disent jamais rien. Qui n'en pensent pas moins, parfois d'un côté, parfois de l'autre, mais qui ne disent rien. Ça, c'est dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, ces 8-là, généralement, vous en avez peut-être 4 qui vont hurler à la mort leur haine, et les 4 autres qui vont se taire. Et en fait, c'est là-dessus que les réseaux sociaux fonctionnent. Et c'est là-dessus qu'on peut changer les choses. C'est-à-dire que c'est ce principe fondamental de on dit jamais quand ça va bien, on dit toujours quand ça va mal. Mais en fait, disons aussi quand ça va bien. C'est-à-dire, typiquement, quand vous avez un post d'une personne LGBT qui se fait démonter par les critiques haineuses, on prend souvent jamais soi-même la peine de poster un petit commentaire pour dire mais en fait si c'est bien, mais en fait vous avez raison de porter ce combat, mais en fait oui nous on vous soutient, on prend pas la peine de le faire. Mais si tout le monde à un moment donné se mobilise comme on peut le faire dans la vraie vie pour dire non moi j'approuve ça et je soutiens ce combat et je soutiens cette personne-là, à un moment donné on va réussir à renverser les choses. Et à un moment donné on va donner un aspect beaucoup plus positif. C'est exactement le même combat que quand vous êtes à la machine à café, qu'il y a le gros lourd qui fait sa blague, on réagit ou on réagit pas. Et sur les réseaux sociaux, il faut réagir et je pense que c'est comme ça qu'on peut inverser les choses.
Et je me permets de rajouter aussi, typiquement par rapport à LinkedIn, moi, et ça va être vraiment un parti pris que j'assume complètement à ce que je vais dire, 80% des commentaires LGBT+ phobes que j'ai quand j'en parle, que ce soit en perso ou via la Fondation Le Refuge, c'est la religion. C'est au nom de la religion. Donc pour répondre à ta question, est-ce que la haine va disparaître ? Sur un certain volet, soyons très honnêtes, elle ne va pas disparaître parce que les religions sont là et il y a des personnes qui ont une façon très extrême de l'interpréter. C'est des commentaires style c'est péché, que Dieu te vienne en aide, Jésus ne serait pas d'accord avec ce que tu fais. Et c'est une agressivité qui peut être vraiment très violente. Et notamment, tu vois, l'exemple que je prenais sur le fameux je vais venir avec un AK-47, t'avais tout un volet sur la religion n'approuve pas ça, etc. Alors, là où par contre ça peut changer, parce que heureusement il y a de l'espoir, tu vois, si on parle de, admettons on crée un réseau, on n'est que nous, alors c'est super, c'est une safe place, mais pour moi c'est aussi très dangereux parce que ça veut dire on n'est plus là où aussi on doit être présent et on doit être visible. Donc pour moi c'est une haine qui peut se lisser seulement avec le temps à force de représentation, de rôle modèle sur les réseaux, et du coup il y a cette normalisation qui va vraiment s'opérer. Et je tiens à dire que voilà, les religions, c'est absolument pas un alibi à la haine. J'ai interviewé récemment, et vraiment, je vous encourage à aller voir son spectacle, Mehdi Djadi, qui s'est converti de l'islam et qui porte vraiment encore l'islam dans son cœur très profondément vers le christianisme, et qui tient des paroles dans la considération envers les personnes non-binaires du début à la fin de son spectacle. Donc voilà, c'est complètement possible, c'est une question de lecture et d'interprétation. Voilà, je tenais vraiment à parler de la religion, parce que c'est vraiment, en tout cas pour ma part, ce qui revient le plus sur les commentaires LGBT+ pop, quoi. Jean-Victor, j'aurais une question pour toi, parce que j'aimerais bien qu'on arrive à creuser un petit peu, à définir ensemble la question de stress minoritaire. Donc alors tu me corrigeras parce que c'est plus toi qui es spécialiste, hein. Concept en psycho et sociologie qui désigne donc le stress chronique que vivent des personnes appartenant à un groupe minoritaire ou stigmatisé, donc dans notre cas présent les LGBT. Stress chronique qui peut amener à des conséquences sérieuses comme de l'anxiété, de la dépression, des comportements à risque, développer de l'addiction, des troubles du sommeil, donc beaucoup de choses pas très très joyeuses, très clairement. Est-ce que tu peux en parler un peu plus ? Est-ce que des retours que tu as eu toi d'expérience aussi chez les LGBT, c'est quelque chose qu'ils ressentent, qu'ils conscientisent ? Bien sûr, effectivement, cette théorie du stress minoritaire, elle est très importante pour comprendre un peu de quoi on parle. Alors déjà, elle a été édictée dans les années 80, donc avant les réseaux sociaux, donc ce qui permet de dire aussi que voilà, les problèmes de LGBT-phobie, ils ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce modèle-là, il a pu être appliqué à d'autres populations minorisées, avec effectivement des effets sur la santé mentale, mais aussi la santé physique, notamment, il a été... En fait, il est né des recherches sur le VIH, puisque finalement, le VIH, notamment initialement, il concernait que des personnes minorisées, mais qui finalement étaient différentes, que ce soit les hommes homosexuels, les personnes travailleurs du sexe, ou les personnes qui s'injectaient des drogues intraveineuses. Donc des populations qui, comme ça, n'ont pas forcément de points communs, si ce n'est d'avoir été minorisées et d'adopter du coup des comportements de santé qui ont été dangereux clairement pour eux. Donc c'est sûr que cette question de est-ce que les LGBT vont bien, c'est important de dézoomer un peu. Alors est-ce qu'ils vont mieux que la population générale qui déjà va pas très bien, c'est déjà un élément de réponse, puisque évidemment les LGBT ont d'autres caractéristiques qui peuvent faire qu'ils sont plus ou moins en bonne santé que les autres, et que sur les réseaux sociaux on va trouver finalement un reflet de ça, avec effectivement des effets spécifiques, notamment sur tout ce qui va être la LGBT-phobie, qui, on le sait, peut avoir un effet sur l'estime de soi, sur de l'anxiété, va aussi faire qu'en général, c'est plus difficile de faire son coming out, et on le sait là aussi, peu importe, entre guillemets, la raison de faire son coming out, ne pas pouvoir le faire est plutôt un facteur de stress psychique direct et indirect, parce que ça amène à de l'isolement, que ce soit un coming out pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, mais, et c'est ça qui est intéressant de savoir, c'est la même chose par exemple pour un coming out pour un trouble bipolaire par exemple, ou une addiction. Moins on arrive à en parler et plus finalement c'est difficile, et pour compléter en fait mon point de vue par rapport à ces questions-là, à l'hôpital Saint-Antoine, j'ai une consultation spécialisée dans la prise en charge du chemsex.
qui touche de manière complètement disproportionnée les hommes homosexuels pour le moment. Et c'est vrai, et je pense que c'est aussi un des sujets, et notamment qu'on retrouve beaucoup dans le livre de Simon, qui est qu'il y a aussi un certain examen de conscience, parce que quand on parle des réseaux sociaux, on peut parler aussi des applications de rencontres, et c'est vrai que le discours qu'ont mes patients quand ils me racontent la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux de rencontres, notamment les applications comme Grindr, etc., alors que eux peuvent utiliser pour trouver des partenaires ou des produits. Donc c'est sûr que ça augmente en général le degré de violence, mais il y a aussi une certaine violence intracommunautaire, et je pense que c'est important de réussir à la nommer, parce que on voit bien qu'on rejoue finalement à l'intérieur d'une communauté des mouvements qui sont extrêmement violents, et pas que pour le coup LGBT-ophobes ou queerophobes, mais aussi racistes, jeunistes. Enfin, on retrouve quand même. Alors du coup, c'est vrai que j'ai une vision qui est parfois un peu sombre, parce que du coup, tous les récits que j'ai sont du coup de patients pour qui ça se passe pas forcément bien, mais je pense que c'est quand même des minorités, mais qui finalement font quand même beaucoup de monde, et que c'est important aussi dans le vœu pieux qu'on pourrait faire de se dire voilà, des réseaux sociaux sans haine et sans attaque de l'extérieur, mais malheureusement pour aussi des raisons d'homophobie internalisée, mais aussi parfois d'autres phénomènes de discrimination, on les rejoue aussi à l'intérieur de la communauté. Justement, tu as évoqué donc, le roman de Simon. Simon, dans ton roman, donc, les applications de rencontre occupent quand même une certaine place. Toi, quelle est ta vision personnelle sur ces applis? Parce que c'est vrai que ça peut être à la fois un moment, parce qu'on est avec notre communauté, donc ça peut être quelque chose de rassurant, de réconfortant, mais comme tu l'as souligné, Jean-Victor, c'est aussi un terreau aussi de violence intracommunautaire. Est-ce que tu es partagé entre les deux ou... Non, je suis d'accord en fait avec tout ce qui a été dit. Il y a la manière dont moi je les ai utilisées, ces applications-là, c'est parce qu'il me semblait que j'avais pas le choix, autre choix que de les utiliser pour rencontrer. C'est pas forcément passé par Grindr ou ce type d'application-là au départ quand j'étais plus jeune, mais oui, je trouve que en effet il y a, comme tu le disais, une violence qui est, en fait, il y a, je pense qu'il y a en fait, le fait d'être en ligne donne parfois le sentiment aux garçons, en l'occurrence des garçons, enfin ouais, la plupart, personnes queer sur Grindr, qui de manquer de considération de manière un peu impunément. Enfin, donc ouais, je sais pas. Enfin, je trouve ça, je trouve ces modes de rencontre en fait à la fois nécessaires, mais parce que il manque en fait des alternatives. Et en même temps désolant, parce que les gens se comportent un peu comme des chiens entre eux. Voilà. Jean-Victor, j'ai une question, oui, justement, ce phénomène-là, parce qu'on est quand même donc, sujet à pas mal de violences, pas mal de rejets quand on est LGBT, et pourtant, sur les applications, j'ai l'impression qu'on reproduit ce qu'on nous fait subir. Comment on l'explique un petit peu ça, et est-ce qu'il y a des pistes justement pour arriver un peu à déconstruire ça et envisager peut-être un avenir plus radieux sur les applis? Une des pistes, c'est celle de ce qu'on appelle l'homophobie internalisée, qui est un phénomène qu'on retrouve dans tout type de discrimination. C'est qu'en fait, on intériorise les stéréotypes discriminants touchant sa propre communauté. Si on dit que toutes les personnes d'origine africaine sont violents ou feignants ou je ne sais quoi comme autre stéréotype, et ben en fait, se dire en fait, moi je suis comme ça parce qu'on m'a dit que j'étais comme ça, et en fait, on est tous comme ça. Et donc se mettre à reproduire des comportements qui peuvent être problématiques et qui vont faire que renforcer finalement les problèmes initiaux. Dans le cas de l'homophobie, alors c'est un grand classique, mais aussi c'est une source de films assez inépuisable, de La Chasse par exemple, le film avec Al Pacino, à des œuvres plus récentes, cette espèce de haine en fait de soi, de haine de ce qu'on est, de son orientation sexuelle, qui du coup
a été approprié par en général des phénomènes de discrimination et qu'on va projeter sur les autres. Et c'est vrai que notamment sur les applications, on va voir qu'il y a une sorte de reproduction comme ça de schémas avec les personnes qui vont être différentes à l'intérieur de la communauté et qui vont se retrouver finalement retrouver la même discrimination qu'en dehors de la communauté. Et c'est vrai que souvent c'est particulièrement violent, je trouve, parce que pour certaines personnes, notamment, je pense aux personnes qui justement ont pour seul moyen d'accès à la communauté les applications de rencontres pour des raisons religieuses ou culturelles et qui découvrent ce qu'ils appellent du coup le milieu gay à travers les applications, notamment pour les personnes racisées. C'est extrêmement violent en fait l'image qu'on leur renvoie et la place qu'on leur donne et c'est vrai que alors, forcément, il y a un biais, puisque moi, les gens qui viennent me voir, c'est par rapport à un problème de chemsex, mais du coup, viennent chercher ou trouver dans le chemsex, quelque part, quelque chose pour supporter, en fait, ces attaques ou cette discrimination, cette mise de côté, ou de remplir des stéréotypes qu'on leur impose. Et c'est vrai que tout le travail, du coup, va être de justement essayer de s'en distancier. Mais il y a clairement cette articulation entre quelque chose d'extrêmement intime, et ce qui fait d'ailleurs que c'est assez passionnant comme type de constatation, mais quelque chose de très intime, et en même temps, quelque chose d'extrêmement sociétal et systémique. Et par rapport à l'idée donc, de stress minoritaire que tu avais évoqué un petit peu plus tôt, j'aimerais bien qu'on essaie de rester optimiste et de trouver des pistes de solutions pour un petit peu vaincre ce stress-là. Alors, ça passe en général par la création donc, de safe space qu'on a évoqué, donc des espaces où on est entouré par des personnes qui nous font du bien, qui ne nous font pas sentir menacés. Ça peut être en rejoignant justement un milieu associatif, peut-être aussi en faisant communauté. Pour vous, concrètement, j'aimerais bien que chacun de vous me disiez un petit peu, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce sentiment-là, vous l'avez conscientisé, et comment vous le gérez en fait? Comment on essaye d'aller mieux quand on ressent ça? Je trouve que la question du stress minoritaire, elle est hyper intéressante parce qu'elle adresse aussi quelque chose dont on parle, à mon sens, pas assez, parce que en fait, c'est un sentiment qu'on a, qui est présent de manière plus ou moins constante dans différentes situations, etc. Et c'est pas forcément dans des situations où on est confronté à de la violence. Et pour moi, ça adresse un sujet qui est que, en fait, le stress minoritaire, il est produit par un système politique qui s'appelle, attention, l'hétérosexualité. Et en fait, dans ce système politique qu'est l'hétérosexualité, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas finalement tout ce spectre qu'il y a entre l'homophobie, les LGBTQ+ phobie et la tolérance, l'acceptation. Et en fait, toute cette zone de gris où en fait il n'y a pas vraiment de violence, mais en fait on ne se sent pas vraiment adapté. Des situations où en fait on comprend, même nous en tant que personnes queer, on ne comprend pas forcément ce qui se passe parce que justement on ne rentre pas dans le moule de l'hétérosexualité. Et donc je trouve que c'est important de l'adresser des situations qui peuvent paraître anodines, que les hétéros ne vivent jamais. Je sais pas, être pris en charge par un praticien ou une praticienne de santé qui n'a aucune connaissance des thématiques LGBTQ+, par exemple, où on se retrouve à faire l'éducation finalement de cette personne. Pour les personnes trans, non-binaires, le fait d'être mégenré, d'être mal pris en charge, etc. Donc il y a plein de petites situations où certaines personnes le considèrent comme de la violence, mais il y a quand même tout ça qui est nécessaire d'être adressé. Et je trouve que ça rejoint la question précédente sur Grindr, où en fait, est-ce que ça peut être un safe space? En fait, les personnes pour qui c'est un safe space, c'est les personnes qui rentrent le plus dans le cadre des normes hétéros. Et donc finalement, du coup ça rejoint aussi l'homophobie internalisée, mais même, encore une fois, sans aller même jusque-là, il y a aussi cette zone de flou qui est importante d'être adressée. Et j'ai oublié ta question. Comment on fait pour bien gérer face à ce stress minoritaire qu'on peut ressentir? Eh bien, on abolit l'hétérosexualité. Une solution, somme toute. Julien, on l'abolit du coup l'hétérosexualité? Oui, tant qu'à faire, bah oui.
Non, mais on peut peut-être apprendre à vivre tous et tout ensemble, c'est bien aussi, ça, non? Ça me semble être une bonne solution, ça. Ouais, non, comment on fait pour aller mieux? Alors, t'as cité des choses essentielles, hein, les safe Par ton places. travail, toi, tu vois, t'as beaucoup de retours assez négatifs, je pense, d'expérience. Oui. Avec des personnes, donc comment on arrive à gérer ça? Moi, je crois beaucoup, et toujours, là aussi, c'est sans doute une déformation professionnelle, mais parce que je pense beaucoup à la jeunesse, je crois beaucoup à la visibilité. Mais vraiment. Pour moi, ça, c'est une vraie... c'est pas la seule solution, mais pour moi, c'est vraiment un axe principal des solutions qu'on a exploitées. La visibilité, ça sert à tout. Ça sert à banaliser, ça sert à dire qu'on existe. Ça sert aussi à endiguer. C'est-à-dire que quand on a en face de soi ou proche de soi, ou en tout cas dans des personnalités qu'on peut voir, qu'on a des figures LGBTI auxquelles se référer, d'un coup, les personnes queer, c'est, et pardonnez-moi de l'expression parce que ça me fait de la peine, mais c'est plus des licornes. C'est-à-dire que d'un coup, c'est des personnes réelles, c'est des personnes vraies qu'on peut identifier. Et du coup, quand vous avez, par exemple, des jeunes, et il y en a beaucoup qui viennent de sphères très conservatrices, de milieux très réactionnaires, qui sont élevés dans des familles, qui tiennent des discours très très durs, et que ces jeunes-là voient des personnalités qu'ils arrivent à identifier, ça démonte complètement les discours qu'ils peuvent entendre à la maison. Et je trouve que c'est très important. Donc, la visibilité, ça donne de l'espoir aux jeunes qui sont concernés, aux jeunes queer, et ça permet aussi d'apporter une autre vision aux jeunes qui ne sont pas concernés, mais qui vont fatalement, parce que c'est une obligation, côtoyer des personnes queer dans leur quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Toi, Noah, quand même, tu offres aussi une visibilité, parce que personne martiniquaise, queer, superstar, il n'y en a pas non plus beaucoup. Est-ce qu'il y a un aspect de pression aussi un petit peu avec ça quand même, de savoir que tu peux être une sorte de modèle pour des personnes? La pression, oui et non. Je pense que je me la mets à moi seule, la pression, parce que je veux bien faire et j'ai conscience de ce que j'ai pu vivre. Donc je fais attention aussi à ce que je poste, comment je m'adresse aux gens. Après, bon, je sais que c'est inné. Mais moi, en tout cas, ce sur quoi je fais attention, et pour la question de comment on fait aussi, moi je pense qu'il y a un vrai travail d'éducation. Moi je pense que l'éducation, tout le monde est mal éduqué dans ce pays. Je pense vraiment qu'il y a un point d'éducation. Je pense qu'il y a aussi un travail de clairvoyance sur le système dans lequel on évolue. Moi c'est ce qui aussi a apaisé mon cœur en arrivant ici. Moi je dis souvent que j'ai quitté la Martinique parce que j'en avais marre de l'homophobie, donc je suis parti vivre à Paris pour pouvoir justement goûter au racisme. Et ce racisme, je ne l'ai pas découvert dans la rue, je l'ai découvert dans le Marais, après avec les homosexuels blancs, cis, qui étaient fondamentalement together. Vraiment, j'étais en mode, ok, je peux rentrer un peu, genre, ok, non. Donc vraiment, je pense qu'il y a un problème d'éducation parce qu'il faut se rendre compte qu'on a toutes et tous des biais. Et quand on dit est-ce que les LGBT vont bien, on n'a pas les mêmes problèmes, les LGBT. Les personnes trans n'ont pas les mêmes soucis que nous, les lesbiennes n'ont pas les mêmes soucis que nous, les personnes bi n'ont pas les mêmes soucis que nous. Et je pense que les hommes gays, on est vraiment très avantagés dans ce cycle. Je sais même pas ce qu'on fout là-bas, vraiment. Mais il y a aussi un truc de clairvoyance, se rendre compte qu'en fait, on a toutes et tous des biais sur lesquels on doit avancer, et aussi accepter qu'il y a des gens qui ne sont pas au même niveau de déconstruction. Et moi, ça m'aide aussi beaucoup, parce que parfois, quand quelqu'un m'attaque, quand quelqu'un a un propos homophobe envers moi, par exemple, quand des personnes entières ont des propos homophobes envers moi, je n'ai même plus de haine contre ces personnes, parce que je me rends compte que c'est des personnes qui sont juste pris dans les rouages d'un système qui les a construits comme ça et qui n'ont jamais pu déconstruire. Donc moi, je veux vraiment m'attaquer au système dans lequel on évolue. Moi, j'ai pas de haine contre les personnes homophobes. Moi, je m'en fous. T'es homophobe, t'es une victime, chérie. Franchement, c'est le système qui l'a façonné comme ça. Moi, je veux vraiment faire en sorte qu'il y ait structurellement des choses qui changent. Et tant que dans nos écoles, on n'a pas d'éducation pour pouvoir faire avancer nos façons de penser, pour pouvoir se déconstruire, stay woke, je sais pas pourquoi le mot woke c'est devenu une insulte, mais stay woke, darling, vraiment, il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on prenne conscience, qu'on se déconstruise et qu'on déconstruise les gens autour de nous, comme ça les gens autour de nous iront déconstruire d'autres personnes. Ça s'appelle du lobbying, I'm sorry.
Donc, j'allais dire, il faut quand même se questionner du coup qui va éduquer. Est-ce qu'on appelle Macron là? Mais il a beaucoup de choses à gérer, le monsieur, actuellement. Normalement, mais si tu as son numéro, envoie-lui, je sais pas, un WhatsApp, maybe sur Grindr, who knows? Mais en attendant, j'ai l'impression que c'est le rôle de l'éducation, il revient sur nous en fait. Non, ça revient sur nous souvent, mais ça revient sur... C'est ça aussi, c'est que pour l'instant on a la charge de l'éducation, c'est ok. Pour moi je me dis que c'est ok, les personnes visibles, on a la charge de l'éducation par rapport à ces sujets-là, mais c'est aussi pour que un jour que les personnes qui ont des vrais pouvoirs, donc l'État, puissent vraiment prendre le relais, parce qu'on va pas faire, on est fatigué. On fait ça gratuitement, on est tous là gratuitement, enfin on fait ça gratuitement, donc vraiment les personnes qui ont du pouvoir et pour qui c'est leur travail de justement faire en sorte qu'on vive dans un monde meilleur, en fait, qu'ils fassent leur travail, d'accord? Parce qu'on en a marre de devoir faire le travail de gens qui sont censés être au pouvoir et faire ça pour nous, en fait. On est ça fatigué. suffit le bénévolat. Ouais. Mais mais j'adore le bénévolat. On est de gauche ou pas? Ouais. Jean-Victor, t'es, je pense, le plus apte à nous donner des conseils de santé mentale. Comment on fait pour aller bien et en même temps être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est deux idées qui peuvent cohabiter? C'est évidemment c'est vertigineux. Après, ce qui est important, mon conseil, ce serait déjà prendre soin de soi, parce que ce travail d'éducation, ce travail de militance, c'est un travail qui est exigeant, qui est potentiellement fatigant et pour lequel il faut être quand même un minimum en forme pour pouvoir ensuite réussir à faire passer des messages, s'exposer, etc. Donc pour moi, c'est pas antinomique en fait de prendre soin de soi pour ensuite faire des choses à l'extérieur et c'est pas, contrairement à une idée souvent reçue, de plus on va mal, il faut surtout pas interroger son intimité parce que sinon ça empêche de changer le système. Je pense qu'au contraire, il faut plutôt les deux. Et puis après, effectivement, comme ça a été dit, la vertu de la pédagogie, de la mixité aussi, de justement, c'est ce qu'on essaie de faire ici, de mélanger complètement les publics sur des thématiques très différentes parce qu'on voit qu'il y a des points communs et que c'est aussi comme ça qu'on sort un peu d'un entre-soi. Et puis, je dirais que c'est quand même, si on dézoome un petit peu, je sais même si c'est difficile parce qu'au quotidien, et pour certaines personnes, c'est encore beaucoup plus compliqué. Si on dézoome, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de visibilité des personnes LGBTQ+, il n'y a jamais eu autant de conversations autour de ces sujets-là, que ce soit celui de la discrimination sur l'orientation ou raciale ou autre. Donc c'est quand même quelque chose, moi je trouve, qui doit nous rendre optimistes. Certes, ça fait qu'on voit peut-être plus certains problèmes, mais sans aucun doute, si on était né il y a 50, 100 ou 300 ans, je ne sais pas si on serait sur scène pour témoigner. Donc je trouve que c'est quand même assez chouette de se dire ça et en gardant effectivement de l'optimisme. Donc est-ce que les LGBT vont bien? Vous diriez oui, non, ou est-ce que ça va aller? C'est plus ça, je pense, c'est plus ça va aller peut-être, on va dire. Ils travaillent et elles travaillent à aller bien. Aller bien. On va se dire ça. C'est bien. Maëlle, justement, sur ton format, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Je me demandais par pure curiosité les retours que tu avais pu avoir justement de personnes hétéro. Est-ce qu'il y en a qui le prennent mal? Que tu te foutes de leur gueule, tout simplement. Globalement, les hétéros sont quand même assez susceptibles. Ah bon? Surtout les hommes, évidemment. Alors moi, étonnamment, mais c'est du bois, ça? Il n'y a pas de bois, je crois. Ok, je suis dans la merde. J'ai pas énormément de fachos qui viennent. Mon analyse, c'est qu'en fait, j'ai un format très court qui ne donne pas de prise aux fachos, aux homophobes, etc., pour argumenter. Mon autre analyse, c'est que je suis un homme. Évidemment, je pense que mon compte serait fermé depuis longtemps si j'étais une femme. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on ne donne pas de prise aux personnes pour argumenter, en fait, moi je monte juste dans mes vidéos des séquences, c'est-à-dire que c'est là, c'est vous, ça. Donc c'est votre responsabilité en fait. Donc voilà. Après, il y a certaines vidéos qui, je sais que j'ai des petits pics quand même de commentaires homophobes parfois, mais ça reste vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à d'autres créateuristes de contenu. Quand je fais des collabs justement avec des femmes féministes, donc j'en ai fait une avec Camille Giry,
une avec Abrèche-Sœur, bon bah là, bah oui, effectivement. Ou avec Camille et Justine sur mon compte ASMR Politics. Et puis il y a il y a une vidéo qui a pour le coup eu beaucoup de haine, c'était la vidéo où je montrais un concept de soirée barre de coups de poing. C'est pas la peine de vous expliquer. Et où là, beaucoup de commentaires homophobes là, sur la viande. Étonnant. Mais est-ce qu'on a envie de croire que si les hétérosexuels vont mieux, les LGBT vont aussi aller mieux? Est-ce que c'est aussi ça qu'il faut quand même souligner? C'est tout mon projet. Mais après, tu n'auras plus de vidéos à poster. S'ils vont mieux. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va, t'es prêt à faire Je gagne pas d'argent avec. Hein, je vais essayer de faire un petit récap. Donc globalement, Macron, faut qu'il se bouge. Elon Musk, faut qu'il arrête, tout simplement. Et puis nous, qu'on essaye de se prendre en charge le mieux possible.